RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Restez branchés au programme de Top Congo FM et surtout de choisir ce programme qui donne de la voix aux femmes de la République démocratique du Congo. Et c'est un honneur pour nous ce jour d'avoir dans ce studio une brave dame qui a marqué la politique en République démocratique du Congo. Vous le saurez pourquoi je le dis ainsi. Elle a été dans l'équipe de campagne de celui qui a été réélu. Elle a été co-directrice de campagne de Félix-Antoine Tshisekedi, ministre honoraire, les présidentes de la Fondation Acacia en Action, femme politique, cadre de l'Union Sacrée. Vous aurez compris, il s'agit de Madame Acacia Bandoubola que nous avons le plaisir d'avoir dans ce studio. Bonjour Madame. Bonjour Madame Tchela. Je n'ai pas oublié de dire que vous êtes députée nationale élue de la Lukunga. En effet. Récemment élue. Félicitations Madame. Merci. Vous faites partie de ces rares femmes qui ont été élues lors des élections du 20 décembre. Quel a été votre secret? Comment vous vous êtes partagée entre battre campagne et assurer également la coordination de la campagne du chef de l'État? Écoutez, la question, elle est pertinente. Merci déjà pour vos félicitations. Une campagne électorale ne se prépare pas la veille des élections. Nous avons eu le privilège de préparer notre base depuis près de 4 ans maintenant, ou même 5 plus. Donc, ce qui a fait que pendant la campagne, c'est vrai que nous avons eu le temps de rester de manière permanente avec notre base. Mais c'était moins difficile que ceux qui préparaient la campagne la veille des élections. Mais en fait, moi, je vois cette question de manière plutôt holistique, en disant que la participation effective de la femme dans la vie politique, dans la vie publique en République démocratique du Congo est un chemin, je le dis toujours, hein, c'est un chemin pavé d'embûches et d'obstacles, d'autant plus que c'est vrai, évidemment, qu'il y a eu des avancées, de mécanismes incitatifs et volontaires, hein, il faut le souligner, qui encourageaient les femmes, qui demandaient à ce que les femmes aillent finalement dans cette participation. Mais je dis toujours, il demeure epsilonesque quand on regarde les taux, n'est-ce pas, de participation de femmes dans la vie publique ou dans les institutions. Nous pouvons voir des statistiques. Là, on peut voir entre 2006 et 2023. En 2006, les femmes élues à l'Assemblée nationale étaient au nombre de... En fait, selon le pourcentage, étaient à 13,6%. En 2018, ça a été dégringolé à 10%. En 2023, en attendant effectivement les arrêts de la Cour, en effet, de la Cour constitutionnelle, nous sommes entre 12 à 13%. Vous voyez là que la situation reste plus ou moins cristallisée en défaveur de la femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que la Constitution de la République démocratique du Congo, évidemment, crée cette équité dans la loi, mais il faudrait une opérationnalisation de cette loi. Et qu'est-ce qui empêche l'opérationnalisation? Nous avons divers pesanteurs qui, finalement, influent négativement sur cet aspect-là. On a des pesanteurs d'ordre culturel, économique, politique, et que sais-je encore. Je donne un exemple très facile. On va dire dans les pesanteurs culturels, la plupart des femmes, beaucoup de femmes sont victimes, n'est-ce pas, des pratiques traditionnelles néfastes et dégradantes. Ce qui fait que beaucoup de femmes hésitent à entrer dans ce monde public et dans ce monde politique. Nous avons vu ça pendant la campagne électorale de ce 20 décembre, où on a vu des femmes être molestées,
tabassées, mises à nu parce qu'elles ont choisi une voie contraire à la communauté. Donc nous voyons dans certaines communautés des personnes être banalement réactionnaires et ce sont des habitudes ou une manière de faire qu'il faudrait justement bannir dans la société. Les exemples sont légion. Nous voyons également de femmes, de filles, de jeunes filles difficilement avoir accès à l'éducation que les garçons. Bien que la fille peut avoir des facultés cognitives excellentes par rapport aux hommes ou par rapport aux garçons, mais on préférerait laisser le garçon aller à l'école et la fille, n'est-ce pas, rester à la maison, à la cuisine. Ce sont des pratiques qu'il faut justement dénoncer. Il y en a plein. Les champs politiques n'est pas resté en marge. Parce que quand une femme, politiquement, est jeune, intelligente, belle, on essaye déjà de la catégoriser, de la stigmatiser d'une certaine manière. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Moi, je dis toujours, comme je viens de le répéter tout à l'heure, ce sont des réactions banalement réactionnaires qu'il faut absolument mettre fin dans notre pays. Parce qu'en fait, dans la même réflexion, vous savez que le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi réélu, a été champion, plébiscité champion de la masculinité positive. Mais nous ne pouvons pas laisser le travail qu'au président de la République. Parce qu'un pays de 100 millions de personnes ne peut pas être juste recroquevillé pour que le travail s'efface juste par une seule personne. Le président de la République a donné les tons. Il a fallu que Tshisekedi soit président de la République pour que dans ce pays, nous ayons des femmes premières ministres au niveau du gouvernement. Ça ne s'est jamais fait dans ce pays, à moins que je ne sois dans une erreur monumentale. Mais je pense que c'était la première fois au gouvernement Ilunga Ilukamba. S'il faut aller très loin chercher l'exemple, je suis là. Il ne faut pas aller très loin chercher l'exemple, je suis là. Je suis la première femme à être nommée ministre de l'économie. Parce qu'en fait, c'était un poste qui était réservé aux hommes d'un certain âge, avec des cheveux gris, alors qu'on ne devrait pas. Et lorsque nous avons assumé ces postes-là, nous l'avons assumé avec élégance, avec compétence et avec résultat. Donc ça veut dire que dans ce pays, les femmes sont compétentes, les compétences sont là, les intelligences sont là. Il faut juste laisser la femme s'émouvoir dans cet, on va dire, écosystème politique pour que la notion de développement durable soit effective. Parce qu'on ne peut pas développer un pays, parler de développement durable sans la participation politique de la femme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en 2028, qu'on atteigne ne fût-ce que 30% des femmes élues? Justement, parce que le problème, c'est qu'il faut... Je ne veux pas aller dans le sens d'une forme d'overdose législative. Il faut simplement changer de mentalité. Ça, c'est un premier facteur. Parce que vous savez, au sein des partis politiques. Au sein des partis politiques. Parce que vous savez que le premier facteur de développement dans un pays, dans une communauté, ce sont les mentalités. Lorsque les mentalités changent positivement, les choses iront dans le sens d'un changement également positif. Pardon. Donc, c'est pour dire tout simplement, il faudrait corser sur le plan législatif, hein, sans pour autant tomber dans ce que je viens de dire tout à l'heure, dans une forme d'overdose législative. Mais il faudrait également changer des mentalités au cœur des partis politiques pour qu'on puisse finalement donner la place à la femme sans la caricaturer, sans la stigmatiser. Alors, vous avez occupé une place importante dans l'équipe de campagne du président de la République. Vous avez été co-directrice de campagne. Quel a été votre apport dans cette équipe gagnante, si on peut dire ainsi? Écoutez, c'était pas évident parce que, comme je venais de dire, le président de la République est champion de la masculinité positive. Il a fait preuve de cette ouverture d'esprit, de promouvoir la femme et de lutter contre les violences faites à la femme. En me nommant également en tant que directrice de campagne, c'est vrai que nous étions un binôme, moi et mon collègue Jacquemin, mais la femme était là dans la codirection, dans le top de la campagne, dans le top de l'équipe de la campagne du président de la République, un président élu. Ça veut tout simplement dire que c'est vrai que c'était pas évident, c'était pas facile parce que les journées étaient dures, corsées, pressurisantes. Parce qu'à un moment, il faut dire qu'on rentrait très tard la nuit. Moi, je rentrais parfois chez moi à 2, 3 heures, 5 heures du matin, après avoir fini des réunions, la stratégie de la campagne, etc. Mais ça, là n'est pas le problème, là n'est pas le défi. Le défi est plutôt d'ordre, je vais dire,
structurelle, mais aussi logistique et infrastructurelle. Parce que vous savez, en face de vous, vous êtes dans une dimension d'élection présidentielle où vous êtes en face des millions de Congolais, dans un pays qui est 4 fois l'hexagone français, 80 fois la Belgique, c'est le cas de le dire parce que il faut voir l'ampleur du travail qui était à faire. Donc c'était pas un travail très facile à faire. Mais en fait, au-delà de tout, nous avons eu une équipe, une combinaison harmonieuse de valeurs intellectuelles et des valeurs humaines qui était mise en place pour justement atteindre notre objectif ou nos objectifs de campagne. Nous avons travaillé avec une équipe. Nous étions au top de l'équipe des campagnes, avec évidemment une équipe des experts qui nous ont accompagnés au cœur de la stratégie politique de la campagne. Nous avons de l'autre côté travaillé aussi avec l'Union Sacrée, les personnalités, les présidiums de l'Union Sacrée, qui est une machine politique indiscutable et qui nous a accompagnés pendant ces instants des campagnes. Après, nous avons eu des directeurs thématiques que nous avons pu gérer. Nous avons eu 5 directeurs au total, directeur terrain, directeur de finances, directeur de communication, directeur politique également. Mais les 2 directeurs étaient de femmes. Il y avait la directrice de communication, il y avait aussi la directrice de finances. Puisque nous sommes dans un débat au féminin, j'aimerais bien saluer ces femmes qui étaient braves, qui ont montré une forme de sagacité dans leur travail, puisqu'elles ont géré et la communication du président de la République et les finances de la campagne. C'était tout à fait exceptionnel de leur part. Donc voilà, et puis chaque équipe, chaque directeur avait toute une ribambelle des personnes qui les accompagnaient dans l'accomplissement de leurs tâches. Et de l'autre côté, comme je disais, il y avait l'Union Sacrée, cette machine électorale qui nous a accompagnés dans cette direction de la campagne. Et au total, on va dire, nous avons fait presque 53 meetings en 26 jours, sur 26 provinces. Donc, en 27 jours sur 26 provinces. Et le premier artisan de cette réussite, je vous l'ai dit, c'est le président de la République lui-même, le candidat numéro 20. Parce qu'en fait, il était dans un état d'esprit très combatif. Il voulait effectivement gagner ces élections. Il était déterminé à convaincre la population parce qu'il y avait des moments où nous étions en train de le ménager, et lui ainsi que son équipe de sécurité qui disait « Monsieur le Président, nous pensons que vous ne devrez pas aller dans tel ou tel autre village. » Mais il disait « Non, 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 il doit aller rencontrer ces Congolais qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'écouter son message en fait. » Donc c'est ce que je disais, si vous prenez 53 meetings, vous divisez par 6, 26 provinces, vous verrez qu'on est à 2,03 quelque chose. Ça veut dire, quand on arrivait dans une province, on ne se limitait pas qu'au chef-lieu, mais on allait dans les villages, on allait dans les territoires. Et ça, le président l'a fait pendant 26 jours sur 26 provinces, 26 jours. C'était très corsé, c'était très difficile, mais on l'a fait et les résultats sont là. Maintenant, il faudrait capitaliser le résultat puisque le président de la République a fait un score historique, un score qui n'a jamais été fait depuis l'histoire, n'est-ce pas, de la démocratie dans notre pays. Et sur quoi vous êtes plus basé pour regagner cette confiance de la population, parce que d'aucuns se disaient que le bilan est largement négatif. Le Congolais ne s'est pas retrouvé les 5 dernières années. Sur quoi vous avez tablé pour regagner la confiance du Congolais? Non, mais déjà, je vous disais tout à l'heure, le premier artisan de la réussite de ces élections, c'est le président. Il avait un message, il avait un bilan à présenter et il devait se projeter sur l'avenir également par rapport à son 2e mandat. Quand on parle de bilan, bilan négatif ou positif, il faut argumenter. Un bilan, c'est un tableau qui comprend d'un côté l'actif, de l'autre côté le passif. Dans l'actif du président de la République, nous avons eu à capitaliser sur des éléments très probants, sur des faits très palpables. Parce qu'en fait, la différence pendant la campagne électorale avec les candidats numéro 20, c'est que lui, il avait un message. Lui, il avait un bilan et il était très structuré. Contrairement à ces
adversaires politiques qui n'avaient pas de bilan, qui n'avaient pas de message, qui étaient plongés finalement dans une forme, je vais dire, dans une spirale de commérages, de colportages, des buzz finalement. Parce que si vous avez un message, vous allez convaincre. Si votre message est pertinent, les gens vont vous suivre. Ça veut dire que votre équipe savait ce que la population voulait entendre, ce dont la population avait besoin, et sur ça que vous avez travaillé. Certainement, Madame Tchela. Nous avons travaillé sur ça. Nous savions, le président était déjà président de la République, c'est ça l'avantage qu'il avait. Il connaissait son peuple. Il avait fait le tour de 26 provinces, de plusieurs provinces. C'est vrai qu'il n'avait pas fait toutes les provinces, mais en tout cas, il est allé sur plus de 20 provinces sur 26. Donc, il connaissait en fait les besoins de ce peuple-là. Et il a travaillé là-dessus. Nous avons eu la première étape dans ces moments de campagne ou dans ces messages, c'était la consolidation des acquis et puis la projection sur le deuxième mandat. Dans la consolidation des acquis, nous avons parlé sur la gratuité. Quand la gratuité a commencé, vous savez, beaucoup de gens étaient très sceptiques. Beaucoup de gens n'en voulaient presque pas. Beaucoup de gens étaient hésitants. Mais le président a tenu à ce qu'il y ait la gratuité puisque c'est constitutionnel. Il fallait l'applicabilité de la loi. Et la gratuité a été aujourd'hui visible. Il y a eu plus de 5 millions des enfants qui ont repris les chemins de l'école. Mais 5 millions des enfants, c'est quoi? C'est 5 millions de familles, c'est 5 millions de ménages, c'est 5 millions d'avenirs, c'est une génération qui se consolide. On a parlé sur la gratuité, qui est une réalité. On a parlé sur la couverture santé universelle. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'accouchement. C'est quelque chose de très pertinent au niveau, n'est-ce pas, de la société et du pays. On a parlé également du PDL de 145 territoires, qui est un programme ambitieux qui se matérialise sur le 26 provinces de la République. Moi, je vous dis aujourd'hui, sans tergiverser, que chez moi, au sud d'Ubangi, le PDL 145 territoires est effectif. Parce que à Akula, à Boujala, à Kungu, à Zongo, à Gemena, à Libenge et partout ailleurs, nous voyons des écoles être construites, nous voyons des centres de santé, nous voyons des centres administratifs. Vous voyez, donc ce sont des choses que nous avons déroulées pendant la campagne électorale. Mais au-delà de ça, nous avons vu la construction des universités. Vous avez vu ici à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays, la construction des universités, le renouvellement on va dire, des infrastructures de routes, etc. Donc, le bilan est largement positif. Et quand on fait la sommation, n'est-ce pas, des actifs et du passif, on voit que nous avons un solde compte 13 pour les comptables, un solde positif, un compte 13 résultat qui est positif, puisque nous avons fait la sommation de ce que nous avons eu comme acquis et ce que nous avons eu en termes de passifs pour essayer de se projeter dans l'avenir. Mais la projection... J'ai pas de projection, je vous ai déjà anticipé alors. Puisque vous parlez de projection. OK. Nous sommes déjà dans le deuxième mandat. C'est ça. Il a été investi le 20. Absolument. Et lors de son discours d'investiture, il est revenu sur ce qu'il compte faire. Et il en ressort 6 axes. Création d'emplois, protection du pouvoir d'achat. On parle également de la poursuite de la diversification de l'économie, garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer l'efficacité des services publics, la sécurité des populations et de leurs biens. Quelle sera de tous ces 6 axes la principale, ou les 6 seront exécutés simultanément pour que la population puisse se retrouver? Très bien, madame. Merci. La question, elle est pertinente. Mais là, nous ne sommes pas sur de faits fantasmagoriques. Nous sommes sur de factuels. Le président a fait sa projection sur le deuxième mandat sur base de 6 axes que vous venez de bien énumérer là. Nous commençons par plus d'emplois.
Mais en fait, hein, je ne peux pas vous dire qu'on commencera par ça et on laissera par l'autre. En fait, c'est une urgence simultanée qui va être appliquée de manière harmonieuse. Parce que vous ne pouvez pas dire que je veux de l'eau et je ne veux pas manger. Non, vous voulez de l'eau et vous allez manger. C'est ce qui fait en sorte que nous soyons en bonne santé. On produit sur le plan économique, on a besoin des routes pour voilà, évacuer. Très bien, vous avez compris. Donc, ça veut tout simplement dire, quand on commence par le premier axe, c'est plus d'emplois. Plus d'emplois, pourquoi? Parce que vous savez que les universités de notre pays et les instituts d'enseignement supérieur lancent sur le marché du travail 42 000 jeunes, oui, chaque année. Cette main-d'œuvre doit être absorbée. Et les études empiriques nous ont démontré que pour absorber cette main-d'œuvre, il nous faut créer 1,5 million d'emplois chaque année, entre 2016 et 2030. Maintenant, le président de la République s'est focalisant sur ces études, s'est projeté sur ces 5 ans de mandat à venir pour la création de 6,4 millions d'emplois. Voyez-vous? Pour absorber cette main-d'œuvre. Tous secteurs confondus? Bien sûr, mais nous allons nous focaliser sur quelques niches essentielles. Nous avons le secteur informel, nous avons l'investissement sur les territoires et nous avons le secteur agricole. Parce que c'est important, pourquoi? Parce que vous savez que c'est vrai que nous ne sommes pas dans une situation de plein emploi, hein, où tous ceux qui veulent sont employés. Nous sommes dans une situation où l'offre excède la demande. Oui, l'offre excède la demande. Donc, une situation qui doit être absorbée par cette création d'emplois. Et je disais que nous sommes en train de travailler là-dessus parce que le potentiel agricole que nous avons dans notre pays est énorme. Et il est temps, je pense, que nous puissions faire la revanche du sol sur le sous-sol. Parce qu'à un certain moment, nous n'aurons plus de mines. À un certain moment, nous n'aurons plus de minerais, mais le potentiel agricole que nous avons est une richesse incommensurable pour ce pays. Nous avons 80 millions de terres arables dans ce pays. Nous avons, je pense, je n'abuse pas, 4 millions de terres irrigables, mais il n'y a que 1% qui est cultivé. Donc, tout le potentiel que nous avons peut servir justement pour tabler et créer de l'emploi. Et c'est ce qui est bien notifié dans le programme, dans le quinquennat qui arrive du président de la République réélu. Alors, nous sommes dans la deuxième phase, c'est plus de pouvoir d'achat. Vous savez, chaque gouvernement qui arrive met en place des mesures pour soutenir l'offre et soutenir également la demande. Ça a été fait à l'époque où moi j'étais dans le gouvernement Ilunga. Je sais bien parce que nous avons participé à cette mise en place des mesures. Nous avons mis en place des mesures pour soutenir l'offre et la demande en même temps, en faisant à ce que le pouvoir d'achat de la population croisse. Nous avons travaillé sur le produit pétrolier à l'époque, qui était de 2245 francs, mais le gouvernement a mis en place des mesures qui ont fait que, c'est vrai que les gens disent que le baril avait baissé sur le plan international, mais le baril avait également rebondi sur le plan international. Et nous avons mis en place des mesures pour soutenir l'offre et la demande, en baissant le prix et soutenir le pouvoir d'achat, en baissant le prix du carburant, qui était à l'époque de 1885 francs. Mais c'était une mesure pour soutenir le pouvoir d'achat de la population. Parce que les prix du carburant étant un prix directeur influent sur l'ensemble de l'activité économique, sur le transport, sur le flux de biens et services, sur le marché des biens et services, etc. Maintenant, la réalité actuelle, c'est quoi? C'est que le gouvernement avait mis en place l'amélioration du salaire des fonctionnaires et des agents publics. Ça, c'est dans le deuxième aspect de la projection. La réduction des dépenses institutionnelles et la réduction du prix des consommations de base. Mais dans la réduction du prix des consommations de base, il n'y a pas de formule magique. Ce n'est que la production locale. Je venais de le dire tout à l'heure, il faut produire sur place, il faut inciter les producteurs locaux. Il faudrait... Je ne vous coupe pas, on est dans une société où l'on pense que travailler la terre, c'est rabaissant. Comment on va faire pour changer cette mentalité quand on veut aller dans cette revanche du sol sur le sous-sol? Non, mais travailler la terre, ce n'est pas rabaissant. Vous savez, c'est ça d'ailleurs la plus grande richesse que nous avons dans notre nation. Le potentiel agricole que nous avons dans ce pays peut nourrir plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Je venais de dire tantôt, nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons 4 millions de terres irrigables.
Mais c'est du potentiel. Nous avons notre flore et notre faune. Tout ça, ce sont des richesses qu'il faut exploiter, justement. Des richesses qu'il faut exploiter de manière structurelle. Créer de l'emploi ne viendra pas que dans les secteurs miniers, mais il faudrait regarder les secteurs agricoles. Voilà pourquoi les déroulés de cette projection nous montrent que nous devons y travailler là-dessus. Parce que le pouvoir d'achat ne peut être amélioré que lorsque nous produisons également sur place. Lorsqu'il y a la production locale, nous allons réduire les prix de la consommation dans le marché des biens et réduire les prix de produits de consommation dans le marché des biens et services. Et c'est ça la formule magique. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, vous voyez, nous devons travailler là-dessus puisque nous avons cette richesse, ce potentiel qu'il faut utiliser absolument pour le bien-être de notre peuple. Et le troisième aspect ou le troisième axe, c'est la sécurité pour tous. Dans la sécurité pour tous, vous venez d'ailleurs de le dire, le président de la République avait entamé des réformes dans ce pays au niveau de l'armée, des services de sécurité, pour que notre service et l'armée soient plus compétitifs, soient plus sécurisés, mieux équipés, plus stratégiques. Et le président se projette maintenant sur le deuxième mandat en renforçant la loi de la programmation militaire. Deuxièmement, il faut renforcer également la sécurité dans les cités, avec plus, n'est-ce pas, de centres pénitentiaires, plus de magistrats, plus de policiers, bien formés. Vous voyez? Donc ça, c'est par rapport à l'axe de la sécurité. Il y a quatrième axe, c'est plutôt une économie compétitive, une économie diversifiée et compétitive. Et dans une économie diversifiée et compétitive, comme je venais de le dire, il faut stimuler la production locale, n'est-ce pas? Il faut favoriser un bon climat d'affaires pour permettre à ce que nous ayons des capitaux frais dans l'économie, qui soient injectés dans l'économie pour créer des richesses, faire une transformation locale des produits et agricoles et des produits miniers. Ça, c'est le quatrième axe. Le cinquième axe, je crois, c'est l'accès aux services de base, l'eau, électricité, enseignement primaire, parce que nous avons vu avec la gratuité de l'enseignement, nous avons capitalisé sur l'école primaire, mais le président a promis de capitaliser également sur l'école secondaire. Nous y croyons fermement. Avant d'aller au niveau de l'école secondaire, l'école primaire, la gratuité a commencé, certes, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a encore un sérieux problème d'infrastructure, les bancs qui manquent dans les écoles. On espère qu'on aura le temps d'améliorer de ce côté-là avant de passer au niveau des humanités. Vous savez, le développement, c'est une amélioration permanente des développements dans une société. On ne peut pas développer et rester statique. On améliore au fur et à mesure. Aujourd'hui, avec les programmes PDL 145 territoires, les écoles sont construites. Les centres de santé sont construits dans ce pays. Et évidemment, il y a eu de petits pépins, des petits problèmes au début de la gratuité, mais maintenant, les choses sont très linéaires. Les choses avancent d'une certaine manière. Et quand on voit ces élèves, ces enfants, je venais de le dire, qui sont rentrés à l'école, ces 5 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école, c'est quelque chose à féliciter. Mais dans un travail, dans une activité humaine, il ne manque pas d'imperfections qu'il faut chaque fois vraiment corriger. Essayer de corriger et d'ajuster à juste titre. Madame, est-ce qu'on voit que c'est très ambitieux? Est-ce qu'on a déjà identifié les bonnes personnes pour permettre au chef de l'État de matérialiser ce rêve qu'il a d'améliorer le quotidien du Congolais? Est-ce qu'on a déjà le profil, vous en avez peut-être déjà parlé, de ceux qui doivent être ses collaborateurs directs, notamment au sein du gouvernement? Parce que, on en parlait tantôt d'ailleurs ici au niveau de la rédaction, on a des ministres de l'agriculture qu'on ne voit presque pas, on ne sent pas les choses changer. Est-ce que vraiment aujourd'hui on peut se dire qu'on doit attendre dans ce deuxième mandat des hommes qui vont travailler pour qu'on sente vraiment que dans le secteur agricole, ça a changé, dans le secteur de la santé, les choses ont changé, partout les lignes ont vraiment bougé? Bon, c'est une question, on ne va pas dire personnelle, hein, mais c'est une question, je prends ça globalement, holistiquement. Les bonnes personnes dans ce pays, il ne manque pas.
Des compétences, il ne manque pas, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Il y en a. Maintenant, c'est au président de la République de choisir ses collaborateurs. Et de savoir bien placer les gens. Oui, c'est au président de la République de choisir ses collaborateurs. C'est un pouvoir discrétionnaire qui est dévolu au président de la République. Nous, c'est que nous pouvons dire, s'il faut placer un mot, personnellement, c'est-à-dire que moi, je dis, les intelligences dans ce pays, il n'en manque pas. Les cerveaux dans ce pays, il n'en manque pas. Que ce soit deux femmes, que ce soit des hommes. Il faut juste prendre des hommes avec une probité morale connue, avec, on va dire, une volonté de changer les choses. Parce que vous savez, au-delà de tout, c'est la volonté qui compte. Quand on a la volonté, que ce soit politique ou personnel, on est capable de déplacer beaucoup de montagnes. Mais les choix des collaborateurs, que ce soit au niveau du gouvernement ou des institutions, ça relève d'un pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu beaucoup de plaintes par rapport aux collaborateurs qui ont travaillé lors du premier mandat et que même au niveau le jour de l'investiture, même ceux qui ont prié pour que Dieu puisse donner de la sagesse au président pour qu'il se choisisse des bons collaborateurs qui vont travailler non pas pour eux, mais pour la population. Après, vous savez, madame, les cœurs de l'homme est tortué. Vous pouvez être saint de chez saint. Une fois vous avez quelque chose, vous vous rétractez, vous devenez autre chose. Mais bon, je ne suis pas en train de juger des gens ici, ce n'est pas mon travail. Moi, ce que je pense plutôt, que les choix des collaborateurs d'un président de la République relèvent de son pouvoir discrétionnaire. Maintenant, s'il faut que, comme je viens de dire, je risque de me répéter, pour étayer mon opinion, je peux tout simplement dire qu'il faudrait, les compétences, il n'en manque pas dans ce pays, que ce soit des gens qui aiment le pays, que ce soit des gens qui aiment les Congolais, parce qu'en fait, servir, avoir une responsabilité quelconque, moi je dis toujours aux gens que ce n'est pas un privilège, mais c'est une lourde charge, puisque vous avez l'avenir de tout un peuple entre vos mains. Et il faut être conséquent lorsque vous voulez avoir telle ou telle autre responsabilité. Et au-delà de ça, la responsabilité, la politique, ce n'est pas seulement l'art, mais c'est aussi un sacerdoce. Moi, je prends ça plutôt dans le sens du sacerdoce. Quand vous êtes dédié à travailler pour les autres, quand vous pensez que votre travail a cette connotation sacerdotale, vous allez le faire avec beaucoup de conscience et beaucoup d'équité. Déjà, ce lundi, votre mandat en tant que député national sera validé. Vous êtes élu dans la circonscription de la Lukunga. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous ? Écoutez, j'ai toujours dit, je veux me répéter malheureusement, que... On va bien comprendre. Oui, en effet, parce que c'est en fait ça le critérium d'un serviteur du peuple. Un député, c'est un serviteur du peuple. C'est quelqu'un qui est dévoué à la cause du peuple. C'est un élu du peuple. Le peuple l'a mandaté pour un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est le bien-être. En légiférant, le député a l'obligation de légiférer dans le sens positif de la population ou de la communauté. Donc, le mandat qui m'attend à l'Assemblée nationale, c'est celui de légiférer dans le sens positif de ma circonscription, de manière spécifique, mais de manière générale, dans le sens positif du peuple congolais. Parce que le peuple attend le bien-être, l'amélioration des conditions sociale, le peuple attend manger, le peuple attend boire, le peuple attend aller travailler, circuler librement, etc. Donc, c'est ça le rôle des députés, travailler pour l'intérêt du peuple, être mandaté pour aller porter la voix de ceux qui sont restés dans nos circonscriptions électorales et dans nos milieux de vie de chaque jour. Alors, avant de parler de ce que vous êtes... devenu après votre passage au gouvernement, avant de parler de vos activités personnelles, on va quand même parler de l'actualité. C'est ça. L'actualité reste dominée par ces nombreuses contestations des résultats publiés au niveau des législatives et malheureusement certaines contestations qui proviennent de votre famille politique qu'est l'Union Sacrée. D'autres proviennent des personnes figurant sur la même liste.
Est-ce que cela ne fragilise pas la cohésion au sein de l'équipe Union Sacrée? Je ramasse également cette grande actualité qui est, nous avons tous vu, la création du pacte pour un Congo retrouvé. Tout ça, beaucoup de réactions après ce pacte créé notamment, dans lequel on retrouve Vital Kamerhe, on retrouve Julien Paluku et bien d'autres. Ça ne vient pas fragiliser l'Union Sacrée, ce n'est pas déjà... ça ne se prépare pas déjà à avoir une crise demain quand il sera question de dégager la majorité ou bien désigner l'informateur. Merci. Je commence d'abord par la première question qui était par rapport aux contestations aux élections. Je veux dire plutôt, moi je vois ça plutôt, c'est le côté pittoresque un peu de ces élections et lamentable en même temps. Parce que d'un côté, il y a ceux qui gagnent et de l'autre côté, il y a ceux qui forcément doivent perdre. S'il faut voir le taux de participation, nous étions quand même à 24 000 candidats pour 500 sièges. Cela veut tout simplement dire qu'il y aura 23 500 personnes qui ne vont pas accéder à l'Assemblée nationale, à avoir le siège. Et 23 000 personnes, certainement, c'est 23 000 personnes fâchées, 23 000 personnes frustrées, 23 000 personnes déboutées, 23 000 personnes, vous voyez, tout ça, c'est tout à fait légitime. Et nous sommes en démocratie. Lorsque vous pensez que vous sentez que quelque chose a été fait contre vous, vous avez le droit d'aller en justice et de demander justice. C'est ce que les autres font. Donc, nous ne pouvons que... souhaiter bonne chance à ceux qui ont déjà les mandats et bon courage à ceux qui sont en train de se battre avec la justice. Des contestations contre vous aussi? Non, contre moi, je ne suis pas trop au courant parce que vous savez, le Kunga, on se connaît, hein, les gens qui savent, qui se sont mobilisés, qui ont travaillé longtemps, savent. Vous savez, quand vous êtes réellement élu, vous avez une certaine fierté et moi, je peux vous dire avec beaucoup de modestie, sans prétention aucune, que je suis réellement élu, je représente réellement la circonscription électorale de la Lukunga. Maintenant, par rapport au pacte dont vous avez fait allusion, écoutez, vous savez, en politique, nous avons deux axes, si je peux dire ça ainsi, essentiels. C'est la conquête et l'exercice, ou la gestion. Dans la conquête, nous étions tous dans la conquête aux élections. C'est vrai que maintenant, nous sommes dans cette phase, les élections sont finies. Maintenant, nous entrons dans la phase de la gestion de l'exercice. Mais au-delà de ça, nous sommes un grand ensemble, l'Union Sacrée, qui a accompagné le chef de l'État avec l'équipe Team Fachi20, qui a accompagné le chef de l'État à sa réélection, qui a cru en la vision du chef de l'État pour un changement, pour un Congo qui sera réellement retrouvé. Alors, nous avons accompagné le chef de l'État pour sa réélection et nous sommes un ensemble qui, en réalité, devrait se reconstituer, se consolider. Alors, faire des groupuscules dans ces grands ensembles serait évidemment, à mon sens, à mon avis, fragiliser l'ensemble. Mais au-delà de ça, vous savez, nous sommes en politique, hein, nous avons gagné les élections. Chacun a ses calculs aussi. Hein. Voilà, c'est aussi ça. Mais moi, je pense qu'en politique, il faut éviter la gloutonnerie politique. Il faut juste servir le peuple. Dans toutes les actions que nous pouvons poser en tant qu'acteurs politiques, il faut voir l'intérêt du peuple là-dedans. Si l'intérêt du peuple y est, alors allons-y. Mais si l'intérêt du peuple n'y est pas et que les gens commencent à faire des calculs politiciens et de manœuvres, comme vous le savez, là, ça n'engage qu'eux-mêmes. Parce qu'au-delà de ça, nous sommes en démocratie. Les politiques, les amis ont le droit également de se réunir, de se retrouver, de discuter sur leur avenir politique, sur leur positionnement politique. On ne peut pas leur interdire. Donc, c'est leur droit le plus légitime de le faire. Mais au-delà de ça, ce que moi, je demande, est-ce que nous puissions consolider ce que nous avons pu avoir pendant la conquête du pouvoir. Et enfin, le président a le droit également de nommer un informateur pour également voir et, on va dire, recalculer cette réelle majorité. Mais en attendant, nous avons encore des dossiers à la Cour constitutionnelle. Nous devons attendre que la Cour constitutionnelle statue de manière définitive pour qu'on sache identifier cette vraie majorité qui est avec les chefs de l'État qui ne l'est pas. C'est de cette manière-là que nous pouvons avancer. Donc, finalement, bon, après, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Hein, quand il s'agit de... Ça a été une surprise ou on s'attendait à quelque chose de... On voyait venir une telle démarche?
Bon, la gloutonnerie politique dans cette classe politique n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, on ne va pas dire que n'est pas absente, hein. Mais après, moi, personnellement, hein, là, je parle à titre personnel, je n'ai pas vu venir une telle idée de créer de groupuscules dans un grand ensemble qui est l'Union Sacrée, qui a gagné largement les élections avec un score historique de 73%, un score jamais réalisé dans l'histoire, n'est-ce pas, de la démocratie. Vous savez que Kabila, en 2006, avait 58%. En 2011, excusez-moi, on a eu 48. 44, oui. Et maintenant, chez les chefs de l'État, le président de la République a été élu à 73%. Ça veut dire que les Congolais lui ont fait confiance et pensent que leur avenir est entre la main d'un tel monsieur. Et on ne peut pas nous badiner avec cela parce qu'on a des intérêts personnels de recherche des positionnements. Mais après, au-delà, comme je dis, au-delà, si les amis peuvent discuter sur leur avenir politique, on est en démocratie, libre à eux. Mais on a vu également de l'autre côté, est-ce que c'est pour contre-attaquer Augustin Kabouya, Bahati Lukwebo, Mbosso, est-ce que c'est pour contre-attaquer ou vous cherchez à vous mettre ensemble et arrondir les angles? Après, quand je vois la démarche du secrétaire général Kabouya, il est du Présidium. Il est allé voir les autres membres du Présidium. Membre du Présidium. Il est allé voir Bahati, membre du Présidium. Pour moi, c'est une réunion formelle de membres du Présidium. Je ne peux pas aller au-delà puisque je n'étais pas conviée à cette réunion. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a été discuté dans cette réunion-là, mais je trouve ça tout à fait normal, légitime que le membre du Présidium, à un certain moment, se mette ensemble pour discuter de questions essentielles du pays et de la République. On va parler de vos activités maintenant en tant que femme qui mène des activités privées, mais qui ont un lien certainement avec la politique et le bien-être de la population. Il y a quelque temps, vous avez mené cette campagne contre le tribalisme qui malheureusement continue de faire des victimes dans ce pays. Qu'est devenue cette campagne et entre-temps, qu'est-ce que vous avez eu à mener comme action pour votre compte à vous privé? Mais en fait, ma vie privée, je pense que ça ne vous intéresse pas. Par contre, ça n'intéresse pas les Congolais. Je pense plutôt, ils sont plutôt intéressés à la vie publique que nous menons. Une vie publique qui se transforme un peu à une vie de sacerdoce dédiée à ce peuple. En fait, dans le cadre de la Fondation, nous avons des volets. La Fondation a des volets. C'est vrai que nous avons ces volets de philanthropes qui s'occupent parfois de donner les meilleurs de nous-mêmes, le peu que nous avons avec nos cotisations, des dons de par-ci, par-là, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mais nous avons aussi cet aspect de cette responsabilité, n'est-ce pas, citoyenne, de pouvoir prêcher au sein de nos communautés. C'est ce que nous avons fait. On appelle ça le réveil patriotique. Ça veut dire, en tant que responsable politique, au-delà du fait de donner du pain, parfois, il faut donner de la carotte et donner du travail. Dans le sens de donner du travail ou donner du travail aux gens, nous n'avons pas certainement du travail à donner aux gens, à tous les Congolais, puisque nous n'en sommes pas en mesure de les faire. Nous réveillons plutôt la conscience des Congolais, parce que nous disons, en fait, nous avons un seul patrimoine, qui est notre pays. Si nous travaillons tous la main dans la main pour le bien-être de tout un chacun, nous allons arriver à transformer, à changer de paradigme et à transformer les choses dans ce pays. Alors, dans ces faits, sur cette question, de ces faits, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons de fléaux qui attaquent parfois notre société, dans des éveils patriotiques. Nous avons eu à parler sur le tribalisme, parce que nous avons estimé que un pays, aujourd'hui, si on n'arrive pas à balkaniser ces pays et les gens, les ennemis de ce peuple ne le feront pas, parce que nous avons décidé de nous mettre ensemble. Malgré nos diversités, nous sommes décidés de nous unir. Et le tribalisme est un élément qui nous désunit. À un certain moment, on disait, nous d'ailleurs, on dit ça, on le dit spontanément, sporadiquement dans nos messages. On le dit, tata beau mon corps, maman beau mon corps. Vous avez récupéré un peu J'ai récupéré le message ce mot-là, oui, en effet, parce que c'était ça qui faisait la force du régime du maréchal. On peut beau dire. C'est ce qui faisait la force de ce régime-là, cette unité nationale. Nous voulons que ça demeure. Congo, Luba, Bangala, Baswell, nous sommes tous Congolais, nous sommes chez nous. Il y a une question qui me traverse l'esprit. Est-ce que le fait que l'on soit passé dans le pouvoir des originaires ne donne pas plus de force au tribalisme quand on doit avoir un gouverneur originaire d'une province qui
gouverneur originaire du Congo central qui dirige le Congo central, du Kasaï central qui le fait. Petite, je voyais, on avait des gouverneurs, j'ai grandi dans la province de l'Équateur, mais on avait des gouverneurs originaires d'ailleurs qui venaient dans d'autres provinces qui n'étaient pas leur province d'origine. Mon père a travaillé, a fait le tour du Congo parce que il fallait travailler ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à ce système-là pour diminuer ce tribalisme finalement? Moi, je pense qu'il faudrait revenir à ce système-là parce que ça a donné de fruits dignes et de fruits positifs. Vous voyez? De résultats plutôt positifs. Il faut revenir à ce système. Moi, je peux vous dire que je suis de l'Équateur, mais je parle swahili. Parce que, à un certain moment, mon père est allé travailler dans la province orientale. Il a été mité là-bas comme directeur, il a travaillé là-bas et voilà, nous avons à ce moment-là des gouverneurs. Samba Kaputu n'était pas de Kisangani, je me souviens de lui puisque j'étais jeune à l'époque. Il y avait même Sampasa à l'époque de Mobutu qui était un gouverneur de la province orientale qui n'était pas originaire. Vous voyez, c'est cette manière de nous mettre ensemble qui doit revenir en fait. Nous devons aller dans le sens de bannir les gouverneurs qui sont originaires de la même province, qui dirigent la même province, Non, il faudrait ce mixage-là, et c'est ça qui va créer la cohésion nationale. Madame Monofessine, qu'on doit arrêter, malheureusement. Malheureusement, en 2 minutes, qu'est-ce que vous avez mené comme action pour le compte de votre association, des actions qui vous ont marqué, qui vous ont le plus marqué? Nous avons fait, comme je venais de dire tout à l'heure, vraiment de colloques, des meetings, des campagnes. Seuls les amis de YouTube auront l'occasion de voir ça, en effet, c'est ça. On a parlé sur le tribalisme, c'était très fort et nous y continuons d'ailleurs jusque-là. Au-delà de l'aspect philanthropique, je ne veux pas trop entrer dedans. La Fondation offre beaucoup de choses, aide les mamans. Nous avons notre association qui donne de crédit aux femmes. Nous avons de l'assurance, on va les dire comme ça, santé pour les mamans. Il y a beaucoup de choses qu'on le fait et on est peut-être limité avec les moyens. Comme on dit en économie, vous avez plus de moyens, mais peu de ressources, mais beaucoup de demandes, vous voyez. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, nous avons fait pas mal de choses pendant 4 ans et ça a marqué le comble, ça a marqué en fait le cœur des Congolais. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a été parmi les éléments stimulants qui ont fait que je sois réellement élue dans cette communauté qui m'a acceptée et qui m'a soutenue jusqu'à ce que je sois finalement représentée, parée au niveau de l'Assemblée nationale. Madame Kassia Bandoubola, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le débat au féminin reste ouvert. À chaque fois qu'on aura besoin de vous, de votre expertise, on ne manquera pas de faire appel à vous. Je rappelle que vous avez été co-directrice de campagne de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes ministre honoraire, cadre de l'Union sacrée, femme politique, femme d'affaires, présidente de la Fondation Acacia en Action, récemment élue députée nationale. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Merci à toute l'équipe technique. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.